même si on ne peut pas parler d'échec du processus dans sa globalité, on peut parler de graves manquements. Manquement au niveau de la préparation, manquement au niveau de l'orientation, manquement au niveau de la production des cartes, la distribution. C'est un scandale. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une compagnie qui a pris autant de temps, qui avait déjà fait un travail similaire, puisse être à quelques jours du vote et on nous parle de millions de cartes ou de 200 000 cartes qui ne sont pas encore là. Est-ce qu'on a pris la compagnie qu'il fallait? Est-ce qu'on a suivi le processus qu'il fallait? Je pense qu'il y a des questions sérieuses à se poser sur ce plan-là. Comment le marché a été attribué? Quelle est la procédure qui a été suivie? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, je pense qu'à 4 jours maintenant de l'élection, on est à voir avec quelle pièce on va voter. Ça, je pense que c'est une négligence absolument grave. Moi, je me souviens, dès qu'on a eu le problème des cartes ici à New York, il y a de cela 22 jours, j'avais fait une proposition dans une vidéo appelée Coup de gueule pour dire qu'on décide dès maintenant s'il le faut aller au Parlement. À l'époque, il y avait déjà 22 jours pour autoriser ceux qui ont la pièce d'identité en cours de validité et qui ont le récépissé de leur inscription sur la liste, que tous ces gens-là puissent voter. Cette proposition, si on l'avait adoptée et aller à l'Assemblée nationale, on n'attend pas maintenant à quelques jours pour se précipiter dans une tension aussi vive. Je pense que ça, c'est une attitude absolument incompréhensible. Mais autre chose, si on parle de la compagnie, si on parle de la production, si on parle de la distribution, que doit-on dire des milliers de gens qui sont omis sur la liste, des gens qui ont leur récépissé, mais leur nom ne figure pas sur la liste définitive, alors que personne ne leur a notifié le rejet de leur inscription, comme le demande la loi, parce qu'il y a un article, si ma mémoire est bonne, c'est 317, qui dit exactement et que si on rejette l'inscription de quelqu'un, il doit être notifié officiellement et les raisons doivent être là. Le rejet doit être motivé pour lui permettre de faire une procédure de contentieux. Maintenant, on va nous dire ceux qui n'étaient pas venus vérifier leur inscription, c'est leur faute. Non, absolument pas. La loi ne demande à personne, n'oblige personne à venir constater si son nom est sur la liste ou non. Je pense que si on ne peut pas parler pour le moment d'échec total, on peut dire des manquements très graves. Est-ce que ces dysfonctionnements et tous ces manquements doivent nous amener à dire que c'est une intention de fraude massive? Je ne vais pas aussi loin. Simplement d'abord pour dire aux militants, pour dire aux membres et sympathisants de notre groupe, tous ceux qui veulent voter pour nous, on va voter et on va gagner. Moi, je ne suis pas dans une logique de vouloir justifier une défaite éventuelle. Ce qu'il y a, c'est que c'est justement en grande partie une question d'incompétence et d'impréparation et même parfois de mauvais choix des compagnies qui doivent faire ce travail-là. Je ne vais pas aussi loin que de dire que c'est une intention massive. D'ailleurs, moi, je voudrais bien attirer l'attention des gens qui se présentent et qui veulent gagner, qu'ils ne disent pas à leurs électeurs que les dés sont déjà pipés et que le vote va être vicié par une fraude massive. Je ne suis pas dans cette logique. Moi, je pense que nous devons dire à nos membres, à nos sympathisants, à nos électeurs, allez récupérer vos cartes, restez debout, restez déterminés et retirez vos cartes et allez voter et on va gagner. Vous avez vous-même dit la marche de Wade. Je pense quand même que cette marche, même s'il y avait des raisons d'être en colère, même s'il y avait des raisons d'inciter, même s'il y avait des raisons de faire de la pression, moi je ne me sens pas à l'aise en combinant les besoins individuels de groupes qui sont au-delà de ces élections-là, qui existent déjà, qui veulent faire pression pour autre chose que les élections, qu'on puisse mobiliser les gens avec tout ce que cela représente comme danger, avec tout ce que cela représente comme problème pour le pays. Franchement, si les gens se sont battus sur le plan judiciaire, ils peuvent continuer à se battre sur le plan politique, leur cause est légitime ou non. Ça, je ne peux pas me prononcer, mais ce n'était pas ma marche à moi, c'était la marche d'Abdoulaye Wade, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que c'est sur le contenu des programmes des gens, sur la base de leur personnalité, sur la base de leur histoire avec les gens qui sont, avec les électeurs
qui sont dans cette région du monde, parce que quand même, il y a des candidats, dont moi, qui ont une longue histoire avec ces populations, avec ces Sénégalais-là. Il y a aussi que ces candidats-là connaissent spécifiquement les besoins, les problèmes, les défis et les challenges des Sénégalais qui vivent dans cette région du monde. Ça, c'est important, mais il va aussi se jouer, donc elle va se jouer l'issue de l'élection probablement sur la base de qui gagne New York et le Canada va probablement gagner l'élection de ce poste de député ici en Amérique du Nord. C'est vrai, comme vous dites, il me reste 3 jours. Je crois que notre discours a été porté par nous, par notre équipe, depuis plus de 3 mois. Nous n'avons pas attendu qu'on dise que c'est la campagne officielle pour discuter avec les électeurs d'ici. Je pense que nous vivons en Amérique du Nord, dans mon cas depuis 29 ans, donc j'ai pu apprendre quelque chose en matière de campagne électorale. On n'attend pas 21 jours pour dérouler un programme. Donc depuis 3 mois, peut-être, nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, le discours que nous portons est centré sur les problèmes des immigrés qui sont ici. J'en prends peut-être 4 pour vous les présenter. Le problème de l'investissement. Tout immigré, sénégalais ou non, a comme ambition de réaliser des économies, de réaliser des moyens pour retourner dans son pays, investir et vivre de cet investissement, lui et sa famille. Donc, le problème des Sénégalais de l'extérieur, le problème numéro 1, c'est qu'il y en a qui reviennent toujours avec leurs moyens, mais du fait de l'absence de connaissance du terrain, du fait aussi d'un système vicieux parfois avec des arnaqueurs qui les cueillent comme des fruits. Donc ce problème est notre premier problème. Je pense que la loi qui gouverne cette histoire d'escroquerie contre les immigrés doit être revue et les peines doivent être durcies complètement pour les arnaqueurs, mais surtout pour les complices. Parce que les autorités qui accueillent des immigrés leur présentent des gens, souvent qu'ils présentent comme des hommes de confiance, qui les met à l'aise. En réalité, ce sont des complices. Ces gens-là doivent être inclus dans les peines prévues par la loi contre les arnaqueurs et les escrocs. C'est extrêmement important. Mais il y a aussi que pour se faire arnaquer, en général, il faut être ignorant des lois et des règlements et des opportunités et les difficultés et les challenges. Donc le gouvernement a le devoir d'organiser l'information de manière simple, crédible, en langue nationale et comme en français et en anglais, et formatée de telle manière que sur le plan électronique, l'accès soit facile. Vous ne pouvez pas avoir 5, 6, 7 directions dans 4 ministères, plus la présidence, toutes ces directions qui s'occupent soit de l'investissement des immigrés, soit de l'exportation des immigrés, soit de l'habitat des immigrés, soit, et on peut en citer d'autres encore, dispersés à travers Dakar, sinon à travers le Sénégal. Il faut tout centraliser, regrouper, bien organiser, avec des centres d'accueil qui ne sont pas simplement une fille sympathique à l'aéroport qui donne un document qui n'est souvent pas très complet, qui est souvent très peu complet. Ce ne sont pas là les types d'informations dont on a besoin. Il faut formaliser, rationaliser, regrouper tous les dossiers qui concernent les immigrés. Ça, c'est un combat que nous comptons mener. Il y a aussi une autre question, un autre sujet qui intéresse particulièrement les immigrés. Auparavant, les premiers immigrés sénégalais, c'était souvent des ouvriers spécialisés en France ou bien des travailleurs saisonniers en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, etc. Même si c'est des années qu'ils passent là-bas, ils se considèrent toujours comme des travailleurs saisonniers. Ils n'y vont pas avec leur famille, ils n'y ont pas des enfants à éduquer. C'est complètement changé. C'est en particulier en Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Donc je pense que le gouvernement du Sénégal a un devoir impérieux d'avoir des représentants, des assistants sociaux dans les représentations diplomatiques pour assister les Sénégalais à éduquer leurs enfants. On ne dit pas que le gouvernement du Sénégal doit créer des écoles au Canada et aux États-Unis, mais il y a des privés qui sont des Sénégalais, qui sont dans le métier de garderie d'enfants
et d'écoles, etc. Je pense que le gouvernement du Sénégal doit avoir un personnel formé pour assister ces gens-là à inclure dans leur programme d'enseignement nos valeurs, nos religions, etc. et notre histoire, parce que c'est parfaitement légal ici. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ces privés-là, qui sont des Sénégalais, qui vont dans les écoles américaines pour obtenir les licences pour établir des écoles, c'est le gouvernement américain qui les paye ou le gouvernement canadien. Tout ce dont on a besoin du gouvernement du Sénégal, c'est d'avoir ces assistants sociaux qui vont aussi aider à détecter les juvéniles, les comportements délictueux des adolescents et autres dans les rues pour aider à organiser ces choses-là avec les familles. Je pense que c'est extrêmement important. Nous nous battrons pour que ce budget-là soit inclus. Un autre budget qui doit être inclus dans le programme pour les Sénégalais de l'extérieur, c'est l'assistance judiciaire. Les immigrés sont souvent en prison sans commettre de délits particuliers, autre que de ne pas avoir leurs documents. Même s'ils avaient commis des délits, ils ont droit à l'assistance de leur gouvernement. Nous ne disons pas que le gouvernement du Sénégal peut les sortir de prison comme ça, ou bien leur doter d'avocats, mais au moins les assister en cas de procès, en cas d'arrestation, comme le demandent l'une des conventions de Genève, et que le gouvernement du Sénégal soit informé immédiatement, comme la loi l'exige, quand un Sénégalais est arrêté, quand un Sénégalais a maille à la justice, le gouvernement du Sénégal doit être là, doit l'assister, doit se présenter devant les autorités pour dire que c'est notre citoyen, appliquer-lui le droit, mais seulement le droit est respecté. Tous ces droits, je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a aucun poste diplomatique ou consulaire qui a un budget, ne serait-ce que pour se déplacer, aller rendre visite aux gens qui sont malades, aller rendre visite aux gens qui sont en prison, etc. Chaque fois que vous entendez qu'un consul ou un diplomate quelconque est allé rendre visite à un prisonnier, c'est sur ses propres moyens ou bien un autre budget de son poste diplomatique ou consulaire, mais il n'y a absolument pas de budget. Je pense qu'un député de la diaspora doit prendre cette question très au sérieux et se battre. Et moi, je ne me limite pas à dire un député, il vote des lois et il contrôle l'action du gouvernement. Un député doit utiliser son influence, doit utiliser sa connaissance, doit utiliser ses moyens de pression, doit utiliser aussi ses moyens de s'adresser au public pour influencer les lois et avant qu'elles ne viennent, avant que les projets ne viennent d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas seulement des propositions de loi, mais la pression, la négociation, la création d'alliances, etc. Ça, c'est un devoir de député.